Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux comme on s'y attendait pour Gilles Kepel. Il se trouve que c'est la première réunion du laboratoire en cette rentrée 2023-2024, donc c'est un moment particulier. Je voudrais donc dire deux mots sur cette rentrée du laboratoire et bien entendu deux mots pour à la fois remercier Gilles Kepel d'être là ce soir et faire une introduction à l'introduction qui va être faite après l'introduction que vous venez d'entendre. Sur le laboratoire, il faut avoir conscience du fait qu'évidemment, on passe à une nouvelle étape en 2023-2024, qui est une étape de croissance, évidemment, au sens où on va multiplier des conférences comme celle-ci. Les prochaines, et je pense que Yannick l'a dit, c'est celle de Kamel Daoud, qui va venir autour de différents livres qu'il a publiés ces dernières années, et ce sera évidemment un moment particulièrement intéressant. Et puis différents auteurs qui, dans le cadre des conversations éclairées ou d'autres cadres d'ailleurs, viendront souvent ici à la Maison de l'Amérique latine. Donc soyez attentifs à ce que vous recevez. Et plus que jamais, il est absolument indispensable qu'on soit participant à tout cela. Je rappelle que l'activité du laboratoire, ce n'est pas seulement ces événements publics, c'est aussi les différentes commissions que nous animons. Je rappelle que ce sont un nombre de 7. Il y a 4 adjectifs de l'article 1 de la Constitution. Qui est démocratique, laïque, social et indivisible. Et puis en troisième, et puis 3 autres thèmes qui sont l'environnement, la géopolitique et les nouvelles technologies. Sur ces 7 questions, il y a des commissions qui sont actives. Et par exemple, une d'entre elles, qui est République démocratique, est en arrière-plan de la conférence que nous ferons dans une dizaine de jours, ici même, sur la Constitution. Je rappelle que dans le 4 octobre prochain, la Constitution fête ses 65 ans, une nouvelle Constitution républicaine, et qu'elle est en train de battre le record de la Troisième République. Et donc la problématique de la fin du mois, ce sera qu'est-ce qui fait cette force des institutions de la Ve République, et comment lui donner une nouvelle jeunesse, parce qu'elle n'a pas que des qualités, même si évidemment la thèse que nous défendrons à la fin du mois, c'est qu'on ne doit pas jeter la Ve République trop facilement dans les débats qu'on peut avoir sur le sujet. Mais ceci était dit pour vous dire que le laboratoire rentre dans une dynamique qui est aussi une dynamique de recrutement des jeunes. Notre but est d'avoir des antennes du laboratoire dans le maximum d'universités et établissements en France. Juste avant, j'avais une réunion avec les jeunes du laboratoire pour parler de ça. Et bien entendu, vous pouvez tous, quel que soit votre âge, être très utile à cela, que ce soit par votre investissement, votre engagement, ou par les moyens que vous donnez au laboratoire aussi. Tout est gratuit dans tout ce que nous faisons comme conférence, mais en revanche, nous avons besoin de moyens, j'en profite pour le dire. Nous faisons un dîner de gala le 16 octobre, qui est un dîner payant, qui sera ici même, et qui est avec Elisabeth Badinter et Rachel Kahn, et ceux d'entre vous qui s'inscriront. Et évidemment, tous les dons, toutes les aides sont bienvenus parce que nous avons besoin d'avoir des permanents du laboratoire qui vont venir en appui de la stratégie d'influence que nous voulons avoir. Nous voulons que les jeunes pensent au travers de la vision républicaine et pas des extrémismes qui se présentent à eux aujourd'hui et qui dominent dans l'université. Gilles Kepel connaît parfaitement le sujet. Et pour ça, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et ça peut être de votre part, de la part de gens que vous connaissez. Mais j'insiste par exemple sur ce dîner du 16 octobre ici. Et puis je voudrais évidemment, même si je le ferai très brièvement, remercier Gilles d'être avec nous parce que c'est la meilleure façon que nous pouvions avoir de commencer l'année que d'avoir une conférence de Gilles Kepel. D'abord parce qu'il est emblématique en tant qu'intellectuel de ce que nous recherchons, c'est-à-dire c'est une figure majeure d'intellectuel en France et dans le monde que nous avons là. Je me suis régalé en lisant ce livre cet été. Certains d'entre vous l'ont sans doute déjà lu. Je suis heureux pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que ça veut dire que vous avez un plaisir devant vous. Ce livre est non seulement intéressant par le contenu, bien sûr, mais aussi par ce qu'il illustre de la démarche de l'intellectuel. On a la démarche un peu autobiographique de Gilles Kepel, qui finalement, je le dis sous son contrôle, et ça fait partie du débat, mais nous montre ce que c'est que d'être un intellectuel honnête et droit, partant vers un sujet sans préjugés, et finissant par façonner une vision, tout simplement par son expérience. Et l'immense force de ce qu'il a, c'est non seulement, évidemment, sa formation intellectuelle initiale, qui donne le cadre philosophique, qui donne la rigueur de la pensée, mais c'est aussi son honnêteté par rapport au réel. Et c'est comme ça qu'il est prophète dans son pays, c'est-à-dire
capables de restituer le réel et de relier les points entre eux et finalement, eh bien, non pas de prédire l'avenir, mais en tout cas de montrer les grandes tendances qui ensuite malheureusement se vérifient dans l'avenir, parce que c'est un livre qui rend optimiste quant aux capacités intellectuelles de l'auteur, mais pessimiste quant aux conclusions qu'il tire et à la faible audience pratique qu'il a eue. C'est évidemment ce qui va être développé maintenant. Donc, bien des choses sont illustrées par le livre, mais d'abord et avant tout, ça nous donne un message d'espoir sur tout simplement le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la pensée quand elle est honnête, quand elle est riche et quand elle est ouverte, et c'est exactement ce qu'est Gilles Kepel aujourd'hui. Je suis très heureux que ce soit aux éditions de l'Observatoire, et je souligne la présence de sa directrice Muriel Beyer, parce que les éditions de l'Observatoire sont les partenaires du Laboratoire de la République, que nous allons bientôt avoir le premier ouvrage édité par les éditions de l'Observatoire en partenariat avec le Laboratoire de la République. Marie-Amère en dira peut-être un mot, puisque c'est elle qui le dira par exemple. Je laisse un suspense sur ce point. Ça portera sur les questions d'environnement et sur la biodiversité. Et cette dynamique avec les éditions de l'Observatoire est aussi à souligner aujourd'hui. Voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction. Mais vraiment, je dirais bienvenue au Laboratoire de la République, bienvenue pour cette année 2023-2024. Et vous pouvez être véritablement acteurs et actrices de ce développement dont j'ai parlé, et qui n'est pas un petit sujet, puisque le laboratoire est fait pour tout simplement aujourd'hui donner une sorte de nouvelle force, nouvelle jeunesse aux idées qui peuvent sous-tendre la République et donc la démocratie, alors même que nous savons qu'elle est menacée de différentes façons aujourd'hui, en étant non pas défensif, avec seulement des adversaires, mais aussi offensif, avec des idées nouvelles et des réflexions comme celles que nous allons avoir ce soir. Donc merci beaucoup Gilles de ta présence, nous sommes très heureux de t'accueillir, et sans plus attendre, je vous laisse la parole à tous les trois. Merci beaucoup. Alors d'abord un petit mot de promotion. Je signale que pour 23 €, vous pouvez acheter ce livre et que grâce à ce livre, vous saurez tout sur les autres livres de Gilles Kepel. Puisque, un peu comme Raymond Aron d'ailleurs, quand vous écrivez vos mémoires, vous ne dites à peu près rien de vous-même sur le plan privé, beaucoup de choses sur votre carrière, et on apprend à quel point elle a été chaotique, ce qui est rassurant pour ceux qui ont également des carrières chaotiques. Et surtout, on a des résumés des ouvrages nombreux que vous avez publiés, soit comme auteur de rapport également. Et surtout, on a, comme chez Aron d'ailleurs, dans les mémoires d'Aron, on a les réactions du milieu que vous essayez de sensibiliser depuis une quarantaine d'années, et on voit à quel point ces réactions sont négatives. En vous lisant, je me suis souvenu de la phrase d'un des patrons qui va virer, ils ont été assez nombreux, c'était Daniel Philippaki. Il m'a dit, Brice, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Eh bien, je me demande si c'est pas dans le cas de Gilles Kepel qu'on pourrait appliquer ce précepte excellent de Daniel Philippaki, parce qu'on remarque que chaque fois que vous publiez quelque chose, chaque fois que vous vous intéressez à un sujet, on vous met au banc des institutions parce qu'on vous accuse de toutes sortes de mots. Et juste après la parution, c'est un peu comme Houellebecq, en fait, d'ailleurs vous le citez, juste après que vous ayez publié un de vos rapports ou une de vos études ou un de vos livres, il se passe quelque chose d'épouvantable qui montre que vous aviez raison, mais qu'on ne vous a pas écouté. Est-ce que Gilles Kepel, c'est pas l'origine de cette espèce d'étrange désabusement que j'ai constaté en vous fréquentant au micro de France Culture pendant un certain nombre de mois et d'années? Est-ce que ça n'explique pas cette espèce de fatalisme, je dirais, Inch'Allah, qui semble vous caractériser en tant que personne? Et ça me permettrait peut-être de vous poser une question un peu plus privée, car comme je l'ai dit, cette autobiographie est purement intellectuelle, mais pas du tout personnelle. Est-ce que vous êtes quelqu'un de désabusé? Pas du tout. D'abord, je voudrais remercier Jean-Michel et vous tous d'être là si nombreux. Cette séance que nous avons ensemble est très importante pour moi parce que, d'une certaine façon, elle incarne ce que je souhaite faire à partir de ce livre. Donc je ne suis pas du tout désabusé car vous êtes là. Je voudrais aussi à la fois remercier Jean-Michel sur l'introduction et lui dire que tout ça c'est de sa faute.
parce que j'ai milité désespérément quand il s'occupait de tout ce qui concernait l'enseignement de la maternelle jusqu'à la terminale, pour qu'il soit également ministre des universités. Échec total, et finalement, si tu avais été là, tu aurais tout mis de l'ordre là-dedans. Les bons se seraient réjouis, les méchants auraient tremblé, et aujourd'hui c'est le contraire. Donc c'est un peu de ta faute, et j'espère que tu vas, grâce au laboratoire de la République, rattraper tout le mal que tu as fait dans le passé. C'était une plaisanterie, bien sûr. Merci infiniment de m'avoir accueilli, et merci aussi à Brice. Il fut un temps, je n'ose pas dire que seuls les moins de 20 ans peuvent se le rappeler, où Brice officiait sur France Culture, où j'étais parfois invité. Aujourd'hui que nous sommes sur France Woke, je ne suis plus jamais invité, suppose sans doute je ne sais pas si c'est de Zemmour, de Marion Maréchal ou de je ne sais qui, dans leur fantasme. Mais c'est quand même tout à fait hallucinant que ce bouquin qui est un peu traité partout dans les médias où les salles ne les emplissent pas, je ne dis pas ça pour moi, mais soit totalement snobé par la radio publique pour laquelle, est-ce qu'on paye encore la redevance ou pas? En tout cas, qu'on paye ou pas, il y a quand même quelque chose de tout à fait stupéfiant de ce que la radio publique aujourd'hui soit totalement dominé par l'idéologie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à une époque récente. Et je pense qu'on va en parler. Et comment vous expliquez cette grosse... Je ne l'explique pas, je demande des explications. Je vais en demander, bien sûr, puisque le problème, c'est que j'ai une tribune, j'ai un magistère, même si la radio publique, c'est peut-être une partie de la réponse à votre question, donne son rond de serviette à la plupart de ceux qui me poussent hors de l'université. Et comme je ne suis quand même pas un perdreau de l'année, je suis ni sourd ni complètement aveugle, j'ai encore une capacité de réfléchir, je pense qu'il y a bien une certaine congruence, pour être poli, entre interpénétration, pour être moins et moins politiquement correct, entre les uns et les autres. Mais je suis très optimiste, en fait, sur le fait que cela ne peut pas durer. Et je vois ce pavé que je jette dans la mare comme quelque chose qui est destiné à casser la baraque. C'est ma détermination. C'était une mauvaise idée de vouloir me tuer alors que je n'étais pas encore tout à fait mort, je pense. Et que l'université me mette à la porte, alors je suis toujours en fonction, c'est pas malin, parce que depuis mon exil à Menton, je ne sais où, ratiocinant en chaise roulante avec 2 dents et sans pouvoir me raser, mon propos n'aurait plus eu aucune valeur. Étant Vous avez été chassé de Sciences Po, chassé de Normal Sup, qu'est-ce qui reste? Il reste le laboratoire de la République. C'était la base que j'avais demandé de prononcer. C'était la condition d'acceptation de ce conférence. Mais moi, je suis très optimiste. Je pense que c'est une mode, comme on dirait dans la langue qui, quand j'étais jeune, était celle de l'impérialisme américain, et aujourd'hui est celle du woke fat. Je parle sous le contrôle de Thierry Coulon, on voudrait saluer aussi la présence ici. Il a été professeur en Australie, il est allé s'exiler à l'autre bout du monde, aux antipodes pour revenir, et qui a été le président fondateur de Paris Sciences et Lettres, à l'époque où cette université était rayonnante. Depuis lors, son successeur, qui me chasse, chaque année, voit le classement de PSL à Shanghai reculer d'une ou 2 places, et il aura son apothéose avec mon expulsion. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, le délire, la déferlante des colonialistes a atteint un tel point, même si elle contrôle les institutions, la radio publique, l'université, etc., que ces excès mêmes sont en train de se retourner contre elle. L'un des événements que
les services de presse des éditions d'Observatoire ont monté pour la promotion de ce livre cet été, c'est-à-dire que j'ai appelé le Pacte de Médine, où Jean-Luc Mélenchon, la marine de l'extrême gauche qui fait rentrer l'antisémitisme par l'extrême gauche, alors que la marine de l'extrême droite a essayé d'apprendre à ses troupes à se taire quand elles allaient le prononcer. Tout cela, finalement, a beaucoup servi, semble-t-il, lorsque Médine a été invité. Bon, il a fait sa fourche a un peu longué, sinon, quand il a fait quelques blagues stupides sur une de vos prochaines invitées, Rachel Kahn. Je rappelle aussi que c'est un rappeur qui, le 1er janvier 2015, 6 jours avant la tuerie de Charlie Hebdo, intitule une chanson, là encore dans la langue ex-impérialisme aujourd'hui de la postmodernité, donc laïque, où on annonce qu'on va crucifier les laïcs comme les laïcards, comme au Golgotha, et plus gênant pour Madame Tondelier, on va scier l'arbre de la liberté avant de le mettre en terre. Non, scier les arbres, maintenant elle fait l'alliance avec n'importe qui pour avoir des dents. Et quand on pense que quand même le réchauffement global est un enjeu majeur, voilà où on est, ceux qui se réclament de l'écologie aujourd'hui en France, qui a un vrai problème. Mais je crois que tout ça est allé dans un tel délire que aujourd'hui, le nombre de ceux qui ne supportent plus cette situation, qui essaient de chercher des instruments pour penser la diversité du monde, sa complexité, sans passer par le délire idéologique, ce nombre s'accroît sans cesse. C'est pourquoi je suis tout à fait heureux de partager ces réflexions qui sont le fruit effectivement je n'ose pas dire d'un demi-siècle de travail avec vous, parce que, bon, moi si j'ai fait mon temps d'une certaine manière, mais je peux encore rendre quelques services, donner des enveloppes, etc. Moi je suis très optimiste sur l'avenir. Je ne suis pas du tout désabusé. Ce qui m'est arrivé personnellement, je m'en fiche. Je m'en fous complètement, même qu'un directeur d'établissement supérieur dont le patronyme commence par les 2 mêmes lettres que woke, et un président d'université dont le patronyme commence par les 3 mêmes lettres que fac, me mettre dehors. Ça m'est totalement indifférent, si vous voulez. C'est pas eux il ne restera rien d'eux, à part la compromission et la nudité. En revanche, ce que nous faisons, ce que j'espère contribuer à faire avec vous, c'est l'enjeu majeur pas de notre société dans son ensemble, mais en tout cas des 3 ans et quelques qui nous séparent d'une échéance présidentielle absolument fondamentale pour l'avenir de notre société. Et si les idées que j'espère défendre avec vous l'emportent, on pourra échapper justement à cette alternative entre d'un côté ceux qui sont dans un rejet hystérique de l'autre a priori, et ceux qui veulent réifier l'autre dans son altérité pour casser le processus qui est, me semble-t-il, comme fils de Métèque, un élément clé de ce qui a fait la France, c'est-à-dire la capacité de l'intégration. Et la capacité, je suis sûr que nous sommes nombreux ici dans ce cas, après être arrivés ou après avoir eu nos ascendants qui sont arrivés poussés par la misère, la recherche de la liberté ou autre en France, s'y sont épanouis et ont contribué à faire ce que la culture française est aujourd'hui, où aujourd'hui on voit malheureusement qu'on veut favoriser le maintien dans une sorte d'atavisme originel pour bloquer des voies qui seront négociées en bloc par des entrepreneurs politico-religieux identitaires dans le rejet de ce qu'est la société française. Et nous sommes confrontés à un défi existentiel, je mâche les mots, je ne les mâche pas, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre.
vous avez mentionné, cher Brice, que c'était facile, c'était une sorte de Reader's Digest, finalement, pas besoin de se taper 50 ans de livres du père Keppel, il suffit de le digest, on peut en parler en société, faire de riches mariages, je ne sais quoi, rencontrer le partenaire, peut-être, je souhaite aussi, bien sûr, je suis pour l'avancement de l'humanité, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est assez différent. En fait, ça n'est pas simplement... alors, vous avez très gentiment, j'étais très flatté, je ne le mérite pas, d'user de mon comparaison avec Raymond Aron. Moi, qui ai tendance à faire de l'ironie et de l'humour un mode de survie face aux fac et aux woke, c'est, qui n'en ont pas beaucoup, c'est plutôt à Frédéric Nietzsche, évidemment, que je pensais, puisque je termine ce livre, si vous me le passez, je vais essayer de faire des lectures. Il faut que je mette des lunettes, parce que quand même l'âge est venu. J'aurai une promotion, enfin, je pense qu'il n'y avait aucune promo possible. Donc, au printemps 2022, mes étudiants m'avertirent que notre programme d'études de master Moyen-Orient-Méditerranée, je parle ici sous le contrôle de Thierry Coulon, n'était plus proposé à l'inscription sur le site de l'École normale supérieure sans que j'en eusse été informé, et serait donc subrepticement supprimé au terme de l'année universitaire suivante. Je vois que le souvenir un point d'exclamation en face, donc ça a marché. C'était le premier acte de souveraineté du nouveau directeur entré en fonction 4 ans après la nuit d'occupation du 2 mai 2018. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que sinon personne ne m'ira lire. Désormais interdit d'enseignement, il ne me restait plus qu'à tirer ma révérence en écrivant cet Ecce Homo, pour somme de tout compte, nul n'est prophète en son pays. Fin. Et Ecce Homo, évidemment, c'est Nietzsche. Alors Nietzsche était devenu complètement fou, puisque son Ecce Homo, c'est pourquoi j'ai écrit de si bons livres, pourquoi je suis un génie, pourquoi personne ne m'a compris. Je n'en suis pas là, même si apparemment vous avez l'air d'avoir diagnostiqué quelques symptômes préoccupants, on va essayer par là. Et mais il m'a semblé que l'une des armes que nous avons, c'est l'humour. Je ne pense pas que lors des diverses génuflexions et consternations du pacte de Médine qui s'est tenu dans l'université des récentes, il y a eu beaucoup d'humour. Il y avait plutôt une adhésion à une représentation du monde qui était incapable de prendre la moindre distance par rapport à soi-même. Et surtout qui était destinée à sceller des pactes et des alliances électorales. Je suis un ancien trotskiste. C'est mon coming out, mais tout le monde le savait, donc on s'en fout. Mais j'appartenais à la tendance de la 4e internationale dirigée par Feu Alain. Et nos pires ennemis, c'était évidemment les lambertistes, dont Mélenchon est l'aboutissement le plus abject aujourd'hui. Et pourquoi nous détestions les lambertistes? Si nous avions gagné, on faisait d'abord pendre les lambertistes. Ensuite, plus tard, on aurait fait les négociations nécessaires avec la bourgeoisie, l'expropriation, et vice-versa. Pourquoi? Parce que de notre point de vue, et je reste en ce sens vraiment un membre de la 4e internationale véridique, pas comme le secte schismatique lambertiste, c'est des musulmans qui parlent quand vous allez croire. Donc, parce que le lambertisme, c'est à la fois le salafisme du trotskisme, et c'est aussi l'insincérité la plus totale. Pourquoi? Parce que Trotsky prônait l'entrisme, c'est-à-dire que face à la puissance des staliniens, il fallait entrer dans d'autres organisations qui vous donneraient refuge pour survivre. Mais les lambertistes ont poussé ça à terme, dans une logique salafiste, c'est-à-dire littéraliste, et ils ont fait de l'entrisme un article de foi, faisant la gloire du syndicat Force ouvrière, fondé par les syndicats américains, la FLCIO. Vous pouvez mettre un autre voyelle que O à la fin de ces 3 lettres, si vous le souhaitez, et également au Parti socialiste. Je nommerai personne ici, mais on l'a vu parfois traîner dans ce coin, etc. Notre ami Benjamin Stora, lambertiste repenti, a raconté tout ça dans ses mémoires passionnantes, et je ne vais pas causer là-dessus. Mais c'était l'insincérité totale, c'est-à-dire un nouveau discours
manifestée exclusivement par la conquête du pouvoir. Quand je vois ce qui s'est passé aux universités d'été là, récemment, vraiment, l'ancien trotskiste que je suis est révulsé. Et parce que, même si on aurait tué tout le monde, probablement, néanmoins, nous avions un idéal universel. Et là, c'est le contraire. C'est une trahison essentielle, y compris des idéaux de notre jeunesse, de ce qu'il en reste. On a pu ensuite réécrire, repenser à travers mille autres choses. Et puisque ce n'est plus du tout l'universalité, et l'idée peut-être stupide en rétrospective d'une sorte de progrès humain. Après tout, nous étions beaucoup d'entre nous des enfants de Métèque sortis de l'abjection, de la misère en Europe de l'Est, en Europe du Sud, etc., qui voyions, comme mon grand-père arrivant de Prague en 1908 pour traduire Apollinaire en tchèque, nous voyons ici un phare à la lumière duquel nous voulions contribuer comme les modestes ouvriers du phare, les gardiens de phare. Et là, c'est le contraire. On est dans une logique de régression totale, une logique où il faut figer les individus dans une identité atavique de façon à récolter les voix en bloc, comme tantôt, comme on disait, les curés dans les campagnes reculées de l'Ouest appelaient les paysans à voter pour notre maître. Et c'est ça que je vois aujourd'hui sur la saison. Donc on est quand même dans un élément, dans une... Vous dire un mot sur Sarkozy et l'UOIF à ce propos? Alors oui, il est allé effectivement à l'UOIF en disant « je viens ici en ami », puisque, donc c'était les frères musulmans, et moins de 20 ans ne se souviennent pas ici, je vois qu'ils sont relativement plus nombreux dans mes autres conférences. Vous allez dans la bonne situation. Il y a quelques personnes de moins de 70 ans dans la salle, donc très saluer. Et même si je fais des efforts pour faire comprendre. Ça va le comprendre. Il faut voir où vous en êtes la représentant. Et donc, Sarkozy est allé à l'UOIF. Sarkozy est devant nous, dans les ventes pour l'instant encore, mais je ne nous demande aucun jugement de valeur, mais on espère que grâce à la mobilisation du drapeau la semaine prochaine, cette erreur, ce bégaiement de l'histoire sera définitivement, surtout que sûrement l'accusation aide aussi ça. Et donc il va à l'UOIF et il dit « je suis venu en ami ». Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que les frères musulmans sont les porteurs d'un vote musulman anti-gauche. À l'époque, 90% des personnes d'origine musulmane votent à gauche. Ce qu'elles feront d'ailleurs, ce qui va assurer la victoire de François Hollande contre Sarko, justement, en 2012. Et le problème, c'est qu'il est sifflé. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. Et donc, il lui-même est un peu le premier à faire cette espèce de course, si j'ose dire, à l'échalote halal au niveau présidentiel. Ce que continueront à faire, et c'est très frappant de terminer là-dessus, je voudrais quand même pour savoir ce que vous avez demandé. Non, Brice est un vieux machiste, il faut bien le dire. Et donc, je dis ça pour ça plein de choses, les autres qui nous regardent et qui sont en train de préparer des tweets vengeurs. Et donc, à ce moment-là, il y a un groupe qui se crée et qui comprend le lobbyisme électoral qui s'appelle l'UAM 93, Union des Associations Musulmanes 93, dont le patron, Mohamed Hennish, était par ailleurs le fils d'un officier de gendarmerie algérien. Bon, après tout, on n'est pas responsable de père, tout ne transmet pas dans les gènes peut-être, et qui a créé donc le premier lobby musulman électoral dans le 9-3, qui qualifiait lui-même de premier département à majorité musulmane de France. Donc, son système, c'était de faire une sorte d'iftar de l'UOIF, modelé sur le dîner du CRIF.
puisque la représentation, bref, c'est les Juifs dirigent la France, tous les politiciens vont faire allégeance au dîner du CRIF, eh bien on va faire pareil. Et donc, de fait, un grand nombre de gens qui cherchaient à être élus dans le 9-3, à l'exception du Front National, je ne dis pas ça pour les grands bonheurs, venaient faire toutes sortes de rondes jambes. Et en réalité, ils ont réussi, par exemple, à Aulnay-sous-Bois. Ils avaient fait élire le socialiste Ségoura en demandant des locaux pour une école musulmane hors contrat, le halal à la cantine, etc. Ségoura, une fois élu, leur a dit, je ne sais pas qui vous êtes. Ils ont fait ensuite élire Bruno Besquizza, ancien patron du syndicat Alliance d'extrême droite de la police, qui était considéré que les musulmans étaient d'horreur, voilà, mais qui l'a. Entre-temps, les malheureux ont fait une petite bêtise, c'est que quand le père de l'élève de Conflans-Sainte-Honorine a diffusé un certain nombre de billevesées sur les activités de notre collègue Samuel Paty, ils ont rediffusé sur leur site, sur le site de la mosquée de Pantin, qui est dirigée par une autre transaction avec le maire socialiste local, les accusations contre notre collègue Samuel Paty. Et c'est à travers cela, selon toute probabilité, que le Tchétchène Anzorov, recueilli par la France au titre de l'aide aux réfugiés, ainsi que sa famille face aux exactions poutiniennes, a fait ce que vous savez. Et Samuel Paty, né le 18 septembre 1973, aurait eu 50 ans aujourd'hui, et je voudrais que nous dédions, si vous en êtes d'accord, cette réunion à sa mémoire. Il nous manque, et cette affaire a été un traumatisme considérable pour tout le monde, bien sûr, mais notamment pour le corps enseignant du secondaire. Et je crois que ça n'a pas été complètement pensé, compris dans toute sa profondeur. À ce propos, juste avant l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu un discours assez marquant qui évoquait Emmanuel Macron, alors dès qu'il tirait les flèches sur Nicolas Sarkozy, un peu sur François Hollande, où vous pointez l'inaction en dépit d'une connaissance profonde de ce qui se passe, du mouvement islamiste à l'œuvre. J'aimerais que vous me disiez ce que vous avez pensé du discours des Mureaux et surtout quel bilan vous tirez aujourd'hui de son action, de l'action du président de la République aujourd'hui. Je n'en ai pensé que du bien. J'ai reconnu aussi dans le discours des Mureaux certaines choses que j'avais développées, et d'autant que j'étais très sensible à cette situation, puisque pourquoi Emmanuel Macron a-t-il allé aux Mureaux? Parce que les Mureaux, c'était le commissariat d'appartenance, d'affectation plus exactement, du commandant de police Jean-Baptiste Salvin, qui avait été poignardé à mort ainsi que son épouse à leur domicile par la Russie Rada à Magnanville. Qui vous a mis lui-même sur la liste des gens à abattre immédiatement après. J'allais dire ça, et le procès de Magnanville s'ouvre cette semaine. Un enjeu très important que je vous incite justement à suivre, puisque parmi les institutions qui me rendent optimiste et qui, dans l'effondrement de l'université et de la radio publique, quand même surnage, il y en a un certain nombre, mais l'une d'entre elles, très remarquable, c'est le parquet national antiterroriste que dirige Jean-François Ricard, qui précisément, contrairement à beaucoup d'instances étatiques où finalement la logique de la cooptation prévaut et haïsse le mouvement qui déplace les lignes, le parquet national, le PNAT, confronté à des enjeux centraux de notre société, a investi dans la connaissance de son sujet d'une manière extraordinaire. C'est sans doute l'un des lieux où l'interpénétration entre la connaissance universitaire et la réflexion du ministère public est la plus remarquable. Je n'ai rien contre nos amis d'outre-Quiévrin, mais c'est un État qui fonctionne un peu différemment. Et au fond, dans un certain nombre de cas,
des avocats de djihadistes bien payés par des individus venant de pays naft et roi peuvent être libérés assez facilement parce que le ministère public est totalement incapable de penser les choses. Et ça n'est pas le cas en France. Les réquisitoires du CNAD sont remarquables. On l'a vu lors des années précédentes et je crois savoir que sur l'affaire de Magnanville, ça sera exceptionnel. Alors, en effet, c'est au bureau que je demande pardon aux journalistes ici présents de ce que je vais dire, ils ne m'appellent pas personnellement, que Laroussi Abdallah, qui s'appelait sans doute Abdallah, mais qu'un agent colonial au Maroc ou au Sahara a retranscrit Abdallah, c'est peut-être ça, à raison de sa haine anti-française, je ne sais pas, repris de justice, qui était parti au Pakistan pour s'entraîner, pour tuer des infidèles, mais qui a été arrêté par la police pakistanaise, renvoyé en France. Alors il avait comme principal titre de gloire de faire des entraînements pour tuer des infidèles. Ils achetaient des lapros à qui ils faisaient des coups de lapin dans des départements boisés des Yvelines. Donc il fait de la prison. À l'époque, on condamnait à des peines assez faibles les djihadistes. Donc une grande partie de ce qui a fait la catastrophe de la violence djihadiste sont des gens qui ont été arrêtés assez tôt, condamnés à 2-3 ans, qui, dans l'incubateur djihadiste de la prison, ont fait un prosélytisme gigantesque, qui eux-mêmes se sont renforcés grâce aux bibliothèques de prison, etc. Et je vais céder ma bibliothèque à la prison de Villepinte, puisque l'école normale supérieure n'en fait rien. Donc au moins, je vais raconter tout à l'heure pourquoi, parce que c'est à Villepinte que ça s'est joué. Et donc, Laroussi Abdallah, après avoir commis cet acte épouvantable, devant l'enfant de 3 ans du couple, c'est-à-dire on est au fond de l'humanité, de la négation de l'humanité, enregistre une vidéo, la villa était cernée, le pavillon était cerné par le maire, sur Facebook Live. Je découvrais l'existence de Facebook Live à cette occasion, et dit: ouais, mes frères, je vais être tué par les koufars, il faut que vous fassiez tous pareil que moi et tuer tous les écréants, et d'abord les journalistes. Et le premier, c'est Gilles Kipel. Alors là, les journalistes ne se cachent pas, les gens. Ancien ministre de l'Éducation nationale, un président de l'université PSL, être mis à mort comme universitaire s'il le faut. S'il le faut, même si l'université le crache dessus et si elle est dirigée pour J par Wok et Fuchs. Et Fax, pardon. Je prendrai ça de la vidéo. Et donc, mais tuer comme journaliste, quand même, non. On disait en Australie, quand Thierry enseignait les lettres françaises et la philosophie, adding insult to injury. Tu traduiras pour les non-anglophones. Donc, je réponds à votre question. Et donc, cette histoire des muraux, comment est-elle née? C'était très direct. Enfin, on avait parlé avec le président de la République, donc il était au courant de tout ça. C'est un peu l'un des enjeux de notre société, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est que on a quelqu'un qui percole très vite, qui réagit, qui comprend très vite les enjeux, et dessous, on a une machine de mise en œuvre de la décision qui est déficiente. Vous avez quelque chose toujours contre les énarques? Ça dépend des énarques. Vous êtes énarque, c'est ça? Non, ça m'est égal, mais effectivement, j'ai vu que j'allais débattre, je ne sais quoi, prochainement avec celui qui, quand François Hollande m'avait donné un rapport, je l'ai vu, sur la situation de l'orientalisme français, m'a reçu à l'Élysée, m'a dit que j'étais bien coiffé, que vraiment j'avais bonne mine, etc. C'était formidable, je dis pantalon, mais que le rapport ne serait pas pour le président de la République, mais qu'on est pour la secrétaire d'État aux universités, dont je préfère oublier le nom. Donc, j'ai compris que c'était Diminutio Capitis, et je suis allé la voir, elle m'a dit oui, asseyez-vous, je suis très heureux de faire votre connaissance. Alors,
propos, il n'y a pas de budget, pas de moyens, etc. Et si vous écrivez quelque chose, vous n'écrivez pas trop long parce que ça ira à la broyeuse, et puis on a une petite broyeuse qui arrive. Donc voilà, et c'est là on voit comment la cooptation, bon, c'était aussi les réseaux du Parti Socialiste, hein, et de la haute fonction publique, quand elle n'est pas comment dire, tenue par les décisions politiques, quand le président de la République ou les ministres n'ont pas autour d'eux un cabinet qui est capable de mettre en œuvre la décision politique, comment au fond les choses s'effondrent. Notre pays dispose d'une quantité de talents exceptionnels, extraordinaires. Il y a une assez grande frustration, et du reste les vins n'existent plus, vous voyez. Et vous savez que tous les gens qui m'ont fait du vin ont eu, sans que je ne fasse rien, un destin terrible. Donc, Larossi Abala a été tué, et je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter le processus qui a amené à ma condamnation à mort, parce que il est révélateur, il est intéressant, et c'est un peu, le livre fonctionne comme ça, et au fond, mes 40 ou 50 ans de carrière ont aussi commencé comme ça. Des collègues beaucoup plus éminents que moi, auxquels je ne comparais pas, je rougissais quand on se parlait de Raymond Aron tout à l'heure, même si il vaut mieux avoir raison. Il ne faut surtout pas avoir raison avec Aron, il vaut mieux avoir tort avec ça. Donc, avoir tort avec quelqu'un. C'est un peu le problème. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça va se décanter. Et je suis optimiste fondamentalement. Donc, j'ai été invité un jour, et j'ai volontiers accepté, à faire une conférence à la prison de Villepinte, celle à laquelle je vais léguer ma bibliothèque. Et donc, pourquoi Villepinte? Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait des séjours, et donc il y avait, pourquoi Villepinte? Parce que Villepinte, je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'un des derniers films que j'ai vu quand j'adore le cinéma, mais je n'arrive plus à dire pourquoi, qui était un prophète du fils au diable. Et tout le monde a vu, c'est formidable. Donc, j'ai vu aussi, et il y avait à Villepinte un recruteur djihadiste, un type qui avait une vague licence de quelque chose, d'histoire, et qui avait beaucoup d'ascendants, et qui avait envoyé à la mort en Syrie un grand nombre de jeunes de Seine-Saint-Denis, notamment une famille d'origine haïtienne qui s'appelait Roy, c'est des bons rois par rapport à l'autre, et qui m'avait beaucoup ému. Bon, c'est ainsi, et puis je suis invité à aller à la prison, l'un des étudiants était allé d'abord pouvoir tâter un peu le terrain, et donc il m'explique qu'au milieu de la salle, alors c'est là où vous êtes monsieur avec le pull vert, après la travée, voilà, c'est vous, le doigt, il y avait le recruteur djihadiste, autour de lui des gens arabes, etc., et donc à la place de Jean-Michel, il y avait un gars, un multirécidiviste, qui s'était fait encore choper avec une arnaque à la carte bleue, à la place de Vierquet, quelqu'un qui avait trafiqué des faux livres de Plotin en les faisant passer pour des originaux, enfin bref, des gens peu recommandables, de toute origine, des Corses, des Arméniens, des Tchèques peut-être. Et donc on me demande de faire un topo sur les enjeux de l'islam contemporain. Ce que je fais volontiers, en adaptant mon propos, un peu comme je fais avec vous, pour le moins de 70 ans, des gens qui n'avaient pas tout à fait, n'avaient pas été, ils n'étaient pas Plotin dans le texte, disons, et ça se passe plutôt bien. À votre place, madame, il y avait le plus gros braqueur de la Seine-Saint-Denis, qui est l'ordre, dont les deux cuisses ne suffisaient pas à faire un biceps, et à la place de Brix, le dealer Maximus de la Seine-Saint-Denis, et donc ils étaient respectés. Bon, évidemment, la transaction, c'était qu'avec cette association civique de prisonniers, les remises de peine n'en seraient pas comptées, mais ça ne marchait pas, tu retrouvais toujours des téléphones qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir dans la poche, donc c'est pas mal. Et donc, bon, je raconte les salades, et puis arrive le moment du débat. C'est pour ça que j'appréhende beaucoup le moment du débat, parce que voilà ce qui va se passer. Donc, monsieur, vous vous levez,
c'est pas vrai, c'est pas ça, et commencer à m'attaquer violemment en disant que je n'ai pas le droit de parler de ce sujet, que je ne connais rien. Et c'était marrant parce que dans le cadre de la prison, je pense que c'est beaucoup plus soft dans le cadre de la prison d'Amérique latine, est-ce qui tue le plus, c'est vous ou c'est nous? C'était très intéressant parce que j'étais alpagué d'une certaine manière à son niveau. Alors, je réponds, il commence à me casser les pieds, et puis à un moment, je lui réponds en arabe, classique. Il ne comprend rien, donc je le retraduis en français. Et donc, les deux co-présidents de séance n'avaient pas la voix, mais parmi vous, les dealers, les braqueurs, les violeurs, on s'est dit, ouais, tu fais le canard devant le quai, père, ni ta mère, t'es nul. Bon. J'étais complètement las. Je triomphe modeste, sans péril, etc. Et puis, comme vous savez, en prison, les téléphones sont strictement interdits. Tout le monde en a, évidemment. Alors, à Villepinte en particulier, parce que je ne sais pas, certains d'entre vous ils vont à Villepinte après, si jamais nos idées ne l'emportent pas. Jean-Michel était guillotiné, il y a d'autres focus à Villepinte. Donc, vous pourrez avoir le téléphone parce que Villepinte a été construit par un des génies de l'architecture des années 70 qui ont détruit la planète par l'horreur de la construction. Dans le coin, vous qui en il y a une sorte d'échangeur d'autoroutes. Il y a deux autoroutes qui passent comme ça au-dessus du Villepinte, et puis donc c'est pas la peine de se fatiguer à lancer des trucs en l'air, il suffit d'avoir une front. On envoie, alors je sais pas, vous savez déjà ça bien sûr, parce que vous avez été recruté comme ça au labo, vous prenez un téléphone, il faut le mettre dans deux, enfin personne ne fait la vaisselle ici, mais entre deux machins, des gratounettes, enfin des spontex pour faire la vaisselle, avec un élastique qui se casse pas, on envoie la front et on écrit Momo, un truc comme ça. Si c'est pas Momo qui récupère le téléphone, c'est pas sympa pour le gars qui le trouve et qui veut le garder. Donc tout le monde a un téléphone et on me fait savoir, un professeur, merci beaucoup d'être venu, je crois devoir vous prévenir quand même qu'il s'est plaint. Et donc, le gars en question, le recruteur, a appelé Rachid Kassem, qui était un rappeur originaire d'Oran et vivant à Roanne. Et je m'adresse ici à Pierre Kay, spécialiste de la rhétorique, puisque Oranais et Roanais sont ce que j'appellerais une méta. C'est les mêmes lettres une. Non, c'est pas une métathèse. Une métalèse, voilà. Mais il ne le savait pas, il ne savait pas qu'il était une métalèse. Et il s'appelait, il avait appelé son groupe de rap l'Oranais. Et il était éducateur social, il a emmené une quinzaine de jeunes de Roanne à Raqqa, ils sont tous morts du reste. Et il était chef des OPEX, des opérations extérieures de Daesh. Et c'est ainsi que de la plainte en diffamation de M. Abdallah, je me suis retrouvé, je ne savais même pas qui j'étais, il disait un truc qu'on lui avait dit, bien sûr. Je me suis retrouvé condamné à mort par lui au Muro, après donc l'assassinat abject du commandant Salman et de son épouse. Et donc c'est ce processus-là, si vous voulez, qui a amené la Russie à me condamner. Et ce qui est, je crois que c'est j'essaie de raconter d'une manière plus cool, hein, mais c'était quand j'ai appris ça, c'était moins cool. Nous avions dans notre séminaire, désormais interdit par WOC et FAC, nous avions un séminaire ce matin-là, justement le jour de l'assassinat, enfin le lendemain matin, où on avait invité Thierry Mandon, à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur, je connais pas, et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, pour discuter du savant et du politique. Et je me lavais les dents, je ne pensais pas du tout être président de la République, je le précise, et je reçois un coup de fil d'un journaliste un peu sulfureux qui travaillait sur les djihadistes, qui n'était pas trop content que l'université s'en occupe, et qui me dit « Ouais Gilles, voilà, je vous appelle, écoutez, j'étais en train de scripter leur truc là, et bon, j'allais vous dire, enfin, j'ai le premier sur la liste des gens qui sont assassinés, bon, bon courage, hein, allez, au revoir, j'ai eu Ensuite, Marie Madeleine, je crois, Sidon,
travaille avec Cazeneuve me dit je suis désolé, le ministre ne pourra pas venir. Je dis oui, je comprends pourquoi. Et au fait, vous-même, vous êtes au courant. Ah bon, et donc nous avons eu ce débat. Effectivement, c'était un moment assez compliqué. Mais c'est pour ça que je rends un grand hommage à Bernard Cazeneuve dans ce livre et à tous ceux qui travaillaient avec lui. C'est que très vite l'État, justement, parce que nous avons un État herberien, je crois qu'il était très important que nous construisions notre relation aussi avec celui-ci, a pris en charge moi-même et tous les autres qui avaient été condamnés avec moi, qui étaient des journalistes, qui étaient des chanteurs, des rappeurs, qui étaient partis dans le délire de Daesh, sa vision de la société, qui allait détruire la société, mais j'étais quand même en tête, c'était un objet de flatterie constructive. Et le temps qu'il a fallu, bon, ça a duré 17 mois, être sous protection, je dis ça parce que quelques années plus tard, je raconte dans le livre, je n'ai pas de vidéo, j'ai dîné avec Salman Rushdie à Princeton, et avant de personnage complexe, pas très sympathique, et j'avais lu son livre Joseph Anton qui raconte sa vie sous protection, et c'était atroce. Bon, il faut dire qu'il avait traité Maggie Thatcher de pute, de salope, de connasse, etc. Et quand il a fallu le protéger, c'est pas enfin, c'est fait plaisir, comme on dit. Moi, je n'avais jamais dit de mal de Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, je me garde bien d'en dire, on ne sait jamais. Hein, et les policiers lui disaient c'est ta faute, tout ça, qu'est-ce qu'on t'a accueilli, qu'est-ce que tu fais ici, on risque notre vie à cause de toi. Et Madame Thatcher lui faisait tout payer. Alors que moi, c'était le contribuable qui payait. C'était son éditeur qui devait payer. Oui, c'était oui, je pense que c'était ce serait une mauvaise nouvelle pour la vôtre. Non, mais je ne voulais pas le dire parce que je voulais que Muriel de la résidence fasse une bonne soirée. Non, mais ce n'est pas l'essentiel de votre rapport avec Rushdie. Ce qui est intéressant, c'est quand vous lui dites la fatwa lancée contre vous est intervenue comme par hasard la veille du départ des troupes. Non, je ne dis pas ça. Vous allez trop vite. Ça, c'est le côté journaliste, pressé. Vous savez que ça finit, moi ça s'appelait Marc Blanchet et Durstop, à l'époque, je parle d'un temps, loin de là. Et donc, non, c'est plus drôle que ça. Rushdie, excusez mon machisme, avait à sa droite une blonde sublime. Oui, vous êtes vraiment d'accord, un coup de micro, une blonde sublime, et bon, donc c'est Keppel, bon, pas d'intérêt particulier, qu'est-ce qu'on m'a mis ce type à la gauche, il parlait tout le temps. Et puis, on avait un peu marre de son mépris, et je lui dis, vous savez, moi aussi, moi j'ai eu de la fatwa, toi tu l'as dit milliers d'autres, je suis pas au courant, je fous-moi la peine. Et je lui dis, by the way, savez-vous pourquoi vous avez été condamné le 14 février? So what? Je ne traduis plus, non, je parle. Et je dis, ben, parce que c'était la veille du 15. Tu sais, connard de français, je dis, fort, écoutez-moi, ça m'a Rushdie, plus grand écrivain depuis la préhistoire. Et puis, on me dit, ça va. Et donc, c'est très simple, c'était la veille du jour où il y avait le retrait soviétique d'Afghanistan, financé par les Arabes sunnites du Golfe et armé par la CIA, donc qui était un très gros problème pour Khomeini, qui voulait être le héros AUT et héros OS des musulmans opprimés à travers le monde, et votre fatwa a tiré le tapis sous les pieds, si j'ose dire, des sunnites et de la CIA, et il a fait le buzz médiatique, et ainsi les sunnites et la CIA sont tombés dans le bec dans l'eau. Il me regarde avec un air pas du tout sympa, et passe le reste à discuter avec vous. Allez-y, c'est à vous. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais oui, mais ça c'est habituel. Ça, je suis habitué. Vous voulez savoir ces préparations avec Brice, on a chacun 10 questions. Là, c'est le record avec JP Pell. On aura posé 2 questions, chacune. C'est pas mal déjà. Ça me va très bien. J'en ai une dernière et puis après on passera aux questions parce que non, allez-y. Non, j'ai honte. Posez toutes les questions. Posez toutes les questions que vous voulez sur la contrition. Non, alors là, on est dans des conversations dites éclairées, c'est le titre de ce rendez-vous. Je me demande ce que vous pensiez d'un islam éclairé. Est-ce qu'un islam des Lumières est possible, puisque
Vous êtes un homme de concept. D'ailleurs, si on pouvait déposer Le sept, je ne sais pas. si on pouvait déposer les expressions képéliennes, je crois, en droit d'auteur, vous serez très riche. On ne peut pas déposer des idées. Djihadisme d'atmosphère, mouvement islamiste. Ça, je l'ai piqué au Bruno Latour. Atmosphère. Mouvement islamiste, vous l'avez conceptualisé. Oui, en fait, en adaptant une expression arabe qui est en arabe, les islamistes s'appelaient haraka islamiyya, ça veut dire mot à mot mouvement islamique puisqu'ils considéraient qu'ils étaient véritablement islam, mais que leur spécificité c'était de mettre cet islam en mouvement, c'est-à-dire de le traduire politiquement. Et moi, je n'ai pas traduit le mouvement islamique parce que ça n'aurait été que répéter comme un perroquet ce qu'il racontait sur eux-mêmes, mais j'ai ajouté le isme pour indiquer leur nature particulière et leur différenciation voulue mais dissimulée par rapport aux autres, comme par exemple l'UOIF aujourd'hui s'appelle Musulmans de France. Tous les musulmans de France ne sont pas fréristes, mais c'est une manière de récupérer l'ensemble par une manipulation sémantique. Donc, effectivement, oui, c'est vrai que j'en ai fabriqué un certain nombre. Bon, après, ils sont... Et d'ailleurs, chacun en fait ce qu'il en veut. Dialectique d'islamisation, vous évoquez. Alors ça, c'est intéressant parce que vous empruntez à Hegel oui. Un parallélisme que vous faites avec par rapport à Villepinte, le débat monte. Hein, un peu obligé. Donc c'était un peu bas. Oui, c'est vrai. Alors, je veux dire sincèrement, moi, j'ai pas compris. Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Hein. Voilà. Et peut-être un point pour terminer, sur aussi, si ça vous intéresse ou pas, d'ailleurs, l'islam des Lumières, parce que moi, je serais... Ah oui, c'est vrai que c'est la question. La question de débat, je serais assez... Alors, vous voyez, comme cette question me gêne un peu, je vais rouler et puis après, vous y reviendrez. Je vais essayer de répondre. Je ne suis pas sûr que ce syntagme, comme tel, fasse du sens. C'est-à-dire que mon inquiétude, je suis pour, évidemment, tout le monde est pour au laboratoire d'Afrique, Jean-Michel, l'islam des Lumières, puisque vous êtes élu sur ce programme en 2027 plus 5, 32, ou 37, ou 42. Et donc, parce que j'ai un peu le sentiment que quand on formule cette expression, on essaye de plaquer quelque chose qui vient de ce qu'on imagine être notre tradition sur une altérité pour en faire que soit emballé, c'est pesé, si vous voulez. Et j'ai un peu la crainte que ce soit davantage une projection qu'une capacité, que l'analyse de quelque chose de réel. Enfin, je ne suis pas très à l'aise, hein, disons que j'ai eu, il faut bien le dire, devant Thierry Coulon, quand je me suis présenté à l'école normale supérieure, en 1974, j'ai eu 4 sur 20 en philo, 4 sur 20 en histoire et 4 sur 20 en français. On disait à l'époque, on n'était pas né, l'agriculture manque de bras. Aujourd'hui, on dirait Uber Eats c'est un métier en tension, désolé, mais donc j'ai jamais été très fort sur le concept. Mais, et c'est pour ça que je passe mon temps avec Pierre en espérant qu'il y aurait de temps en temps de concepts, je dis des trucs, des leurs, hein, je sais bien, mais on se parle grec, ancien, comme ça. Et donc j'ai conscience que ma réponse n'est pas satisfaisante, mais je suis un peu gêné par si vous voulez, comme si on plaquait quelque chose. Est-ce que ça explique pourquoi vous avez été tellement incrédule face aux printemps arabes qui, moi, m'avaient enthousiasmé, par exemple? On voit qu'à l'époque des printemps arabes, vous avez circulé dans tout le monde arabe, et vous étiez un des rares à dire, parce que vous aviez rencontré ce militaire égyptien qui vous a dit on va d'abord filer le pouvoir aux islamistes, et ensuite c'est nous qui le prendrons. Est-ce que c'est à cause de ça que vous n'avez pas cru aux printemps arabes qui, nous, enfin la majorité d'entre nous, on croit aux islam des Lumières, et on a cru que les printemps arabes c'était le début de la démocratisation enfin espérée de ce monde? Donc, pour vous rassurer, moi aussi, hein, j'y crois. Et en Égypte, l'Égypte était, parce que l'effondrement du pays me rend extrêmement malheureux, et était mon pays arabe préféré, parce que c'est là que j'ai écrit mon premier livre, j'ai passé
Abbas, j'avais 25 ans. Si vous me laissez, j'aimerais bien lire la première page du livre à la fin, pour terminer. Et pour raconter ça, et... Oui. Muriel Beyer, je dis pas l'Allemagne, mais Muriel Beyer l'a su. Et j'espère. Et donc, je passe ma vie là, au Caire, partout dans ces pays. C'était ce livre, Passion arabe. À l'époque, là encore un temps, France Culture et Le Monde m'ont donné le prix Pétrarque. Aujourd'hui, je comprends que vous ayez été rétrospectivement tel Staline, qu'on effaçait les machins, vous avez été cher, vous avez été effacé. Et donc, cancellé, oui, c'est ça, cancel culturel. Et donc, invisibilisé, voilà. Et donc, c'était très impressionnant, parce que j'avais passé longtemps à vivre la dictature, toutes les dictatures, les machins, les islamistes, les ordres, tous les côtés, et tout d'un coup, tout s'ouvre. Sur la place Tahrir, au Caire, vous aviez le groupe LGBT, les salafistes, je ne dis pas qu'ils s'embrassaient sur la bouche, enfin, qui étaient là, on se massacrerait quelques semaines, quelques mois plus tard, et toute la journée, on allait fumer des joints, en buvant du whisky, en changeant le monde, enfin, c'était interdit d'interdire. Une chose complètement ahurissante et en total décalage, mais on était pris dedans. Et un soir, mon ami, le regretté Gamal Adritani, peut-être certains d'entre vous se souviennent de lui, c'est un écrivain égyptien avec un imaginaire historique extraordinaire, qui était assez anti-islamiste, à tel point que l'armée lui avait donné un revolver pour se défendre. On m'aurait donné un revolver, je n'aurais pas su quoi en faire. Et il m'emmène dîner chez l'intellectuel des forces armées, un général, qui m'accueille en me disant très heureux professeur de j'étais là, mais je suis introduit, et vous avez combien de doctorats? Et moi, j'en ai 3. Alors, en Allemagne, de l'Est, en Bulgarie, et en Russie. C'est très intéressant. Et puis, c'est une anecdote assez marrante parce qu'elle s'est reproduite. C'est une anecdote qui date de 2011. J'étais dans le voyage d'Emmanuel Macron catastrophique en Algérie l'année dernière, ce qui fait que j'appelle dans l'Express à faire le ménage de la vie diplomatique de l'Élysée. Ça paraît demain, ça va me faire encore des copains, mais il vaut mieux de temps en temps bien choisir ses amis qui sont prêts à tomber, donc c'est content. Et donc on est dans ce voyage, et je suis assis à table, il y a la table numéro 1 pour les vraies huiles, et puis la table numéro 2, bizarre. Il y avait le ministre de l'Éducation nationale, mais il avait environ 100 ans de plus que moi. Le livre d'enseignement supérieur, c'est un métier, une fonction que je ne commenterai pas. Et à côté de moi, alors les Français avaient leur machin, le professeur qui parle, et tous les Algériens s'étaient écrits en arabe, de manière à ce que personne de la délégation française ne puisse le lire. Les invitations étaient en arabe aussi. J'étais en high demand ce soir. Qu'est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a écrit? Je lui ai dit, toi, tu vas être transformé en kebab. En fait, il faut que ça arrête de déconner, arrête de vanner des trucs sérieux de merde. Et tu as la place numéro 6. Et donc, je vois, c'est écrit tout petit, je ne vois plus rien, et il avait écrit son nom, son prénom était Boumedienne. Donc, tout de suite, j'ai su qu'il était de l'Ouest algérien, de la région de Tlemcen, général Boumedienne machin. Conseiller spécial de son Excellence, le Président de la République, pour tout ce qui concerne la sécurité et la défense. Bon, vu l'état décrépit du personnage, je me suis dit, ils sont une quinzaine, comme lui, et en fait, on s'était vraiment... Et il m'a dit, professeur, je suis excellent de faire votre connaissance, vous avez combien de doctorats? Je le même, le général égyptien qui était le régisseur des armées. Et je n'avais pas pris l'autre au sérieux parce que ce que Brice veut dire, c'est que dans ce livre, que quand il était totalement politiquement correct, il a couvert de laurier, quand j'étais aussi politiquement correct un peu, en fait, j'avais enlevé cet épisode de passion arabe parce que ça me semblait complètement à côté de la plaque. Puis le livre était trop long. Et ensuite, c'est exactement ce qui s'est passé. Le général m'avait dit,
Voilà, on laisse les frères musulmans gagner, on expose leur inaptitude, et ensuite, le peuple va nous plébisciter pour revenir parce qu'on est les seuls compétents. C'est pas la peine que je mentionne. Et c'était exactement ce qu'on me faisait confiance, c'était exactement ce qui se passerait. Dans un livre ultérieur, Sortir du chaos, j'ai fait la contrition, mon mea culpa, j'ai dit effectivement, même moi qui pensais connaître bien l'Égypte, connaître le dialecte, je n'ai pas compris parce que j'ai été pris par l'hubris du moment. Et donc l'autre me dit, même chose, j'ai fait 3 doctorats dans les 3 mêmes pays, donc je me dis, il y a quelque chose qui raconte cela. Et puis bon, je ne prends pas très au sérieux, et il me dit, alors, professeur, vous qui êtes de confession juive. Je suis désolé, non, j'ai beaucoup de très bons amis juifs, bon, ça fait vraiment antisémite de là-bas, hein. Je ne peux rien, je ne vais pas me convertir pour vous faire plaisir, sans que c'est très difficile. Et je ne voulais pas en démordre, et alors arrive dans cette histoire, bon, notre ami Benjamin Sora, qui revenait du Méchoui, parce qu'on était en enseignement au Méchoui, avec sa dossier de Méchoui, et il se jette sur Sora, et il lui roule un panneau, et il me dit, l'autre Sora comprend pas ce qui lui arrivait, il me dit, il y a beaucoup de juifs quand j'étais jeune, et alors, ils sont partis, je ne sais pas pourquoi. Et après, je suis avec Benjamin dans un avion, je dis, tu connais ce géant, sinon pas du tout, pourquoi il a laissé jeter sur moi des poubelles, je me suis renversé mes cheveux dessus. Parce qu'il voulait me montrer qu'il aimait beaucoup les juifs, pensant que moi-même, j'étais juif. Et qu'il avait les 3 doctorats. Donc, si vous voulez, la logique, quand les généraux arabes, dirigeants des services d'enseignement me disent qu'ils ont 3 doctorats, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là, la fausseté de l'accusation portait en elle-même l'échec du voyage d'Emmanuel Macron en Algérie, mais personne ne m'a écouté. Vous voyez où nous en sommes, maintenant on est fâchés avec le Maroc. Alors, il y a une question que vous m'avez posée, mais j'ai oublié. On va passer, je pense, aux questions dans la salle, mais vous vouliez lire un... Ah oui, heureusement que vous êtes là, je n'ai plus de mémoire. Merci. Bon, ça, c'est destiné à vous donner envie de lire le livre et surtout de l'acheter, je crois. Donc ça commence en latin, Nemo Propheta et Patria, parole d'évangile, l'assassinat de Sabat. Septembre 1980. Je vogue en direction d'Alexandrie, à bord d'un ferry italien qui a appareillé à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire pour ma thèse sur le mouvement islamiste. J'ai 25 ans et j'inaugure ma vocation. J'ai plongé dans l'inconnu comme s'élance dans l'azur insondable le navire. Je sympathise sur le pont avec un jeune instituteur affecté à l'école française d'Alexandrie. Je l'envie. Son existence est tracée. Pourquoi ai-je précipité ma vie dans les aléas de cette fuite en Égypte? Je songe à reculer. Le bleu où se fondent la mer et le ciel m'angoisse. Pourtant, il n'y a pas de retour possible. Le bateau est parti. Enfin, la ligne étale que dessine la côte sableuse de l'horizon, scandée par les hautes cheminées de la cimenterie du Mex, dans Sérène. Nous nous perdons de vue à la douane avec mon compagnon de navigation pour nous retrouver 36 ans plus tard. Il recouvrera ma trace en apprenant la condamnation à mort prononcée par un djihadiste de Daesh et me rendra visite à Paris depuis les Charentes, où il coule sa paisible retraite, apportant un sachet de malingot salé, spécialité du cru. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe pour échanger avant le cours et interroger si peut-être. Peut-être que les réponses sont un peu plus courtes. On peut faire cette promesse au public pour qu'on suscite plus de questions. Je ne sais pas comment je dois interpréter ça. Non, mais mettez ça sur le plaisir d'être avec vous. Bon, peut-être que ça suscitait, au contraire, une absence de plaisir. Bon, ça, on verra tout à l'heure au cours. Je vois qu'Alain s'excite vous poser une question. Attends, laisse-moi le temps. Non, on me parle comme je le sens, madame.
donnez-lui le micro, il est timide, il est très timide. Alors on va passer la parole effectivement à monsieur, puis ensuite Pierre Lemborel, qui est n'a pas froid aux yeux. Oui, je vous écoute, monsieur. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà une petite question concernant justement l'islam éclairé. Ah oui, je n'ai pas répondu à cette question. Bonjour. Est-ce qu'on ne pourrait pas le voir sous deux angles, l'angle politique et l'angle pédagogique? Pédagogique? Pédagogique, explicatif. Écoutez, moi, c'est une question qui s'adresse peut-être à des locuteurs qui peuvent s'exprimer de l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire pour lesquels cela a une signification existentielle. Ce qui est mon cas. Oui, mais ce n'est pas le mien. C'est très bien, et j'espère que pour vous, nous sommes dans une société laïque, justement. Le fondement de la laïcité, c'est que vous et moi puissions ne pas nous tuer. Donc, je suis aussi laïque que vous. Oui, justement, c'est bien ça. Et donc, moi j'ai tendance à penser, oui, que c'est la laïcité qui permet à ce type d'islam-là de se développer et de s'épanouir. Beaucoup plus qu'avec le général machin et le général chose, qui en font la manipulation politique. Ou le lambertiste, le salafiste du trotskisme et qui en fait les moissons. Donc, alors, effectivement, de votre point de vue, ça devrait pouvoir avoir une dimension pédagogique où, si on revient à Pierre Quay, à grec, pédagogique, ça veut dire qu'on accompagne l'enfant dans la façon dont il va devenir un adulte. Et ça, c'est un élément fondamental. D'où l'enjeu de la Baïa, ou du voile à l'école. C'est-à-dire qu'on casse le magistère de l'école publique, intégratrice, en disant « Niet, toi, tu as la charia, telle que moi, le salafiste, je la représente, qui est la loi fondamentale, c'est ça à quoi tu appartiens, et tu fais semblant, tu fais le lip service ou le kitman, la taqiyya, pour avoir la paix avec les infidèles. » C'est un peu, si c'est effectivement de l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas s'il y a une culture musulmane, moi je ne me sens pas de culture chrétienne, ou de culture athée, ou de culture tchèque, ou de culture montonaise, j'essaie de faire l'échantillon des bouts de choses fragmentées qui, l'agglomérat ferait mon identité, si vous voulez. Mais, donc si à partir du moment où on pose l'existence, qui est tout à fait légitime, d'une culture musulmane, ou de la culture musulmane, si on l'aperçoit comme tel, oui, c'est d'une certaine façon, votre définition me semble plus opératoire que le syntagme d'Islam des Lumières. C'est ça qui me gênait dans votre formulation, puisque c'est un peu un topos, si vous voulez. Toute la difficulté, c'est de travailler et de le rendre opératoire. Donc, merci pour votre question. C'est un plaisir. Juste pour dire que je pose la question parce que au mois de novembre, je participe à Dubaï à ce qu'on appelle. J'ai pas entendu que je participe à Dubaï, oui, à ce qu'on appelle le meilleur forum de la langue arabe. Et moi, je vais intervenir pour parler de l'apprentissage de la langue arabe et de l'islam en France. C'est pour ça que je mets l'accent sur le côté pédagogique. Je ne peux qu'abonder en votre sens parmi mon grand brame de désespoir. C'est pas sur ma vie ou ma carrière qui s'achève aussi lamentablement qu'elle a commencé, je m'en fous complètement, c'est l'effondrement des études arabes en France. Bon, j'ai encore rien dit sur lui ou presque rien, mais celui qui m'a servi de punching ball ou d'adversaire pendant une grande partie de ma carrière, Zitoun Maleki, vous traduirez vous-même, est quand même connu pour cet apophthegme qui, pour moi, et je n'ose pas dire la défaite de la pensée, mais la négation totale de la pensée, à savoir ceci: ça ne sert à rien de connaître. Quand on se dit sachant,
il faut faire attention avec l'apophthegme qui commence par « ça ne sert à rien de connaître » parce qu'on se demande si celui qui le dit ne cache pas son ignorance par la on continue quand même. Ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour comprendre ce qui se passe dans l'islam en France. Et chacun aura traduit Zitoun Maleki dans une langue compréhensible par la majorité, pas encore arabisée de et bon, je suppose le dire. Et donc ça dit de lui dire. Donc, chacun l'a reconnu. Et donc, et ça, c'est vraiment, c'est un échec conceptuel terrible, ça, parce que alors après, on dit oui, que il passe son temps à dire qu'il dit des trucs en arabe et qu'à partir de là, il interprète les mouvements sociaux. Non. J'ai fait beaucoup plus de terrain que l'individu en question, depuis l'Égypte jusqu'à Clichy-Montfermeil, en passant par Marseille, en passant par là. Mais on ne peut pas connaître la société américaine sans parler anglais, ou la société espagnole sans parler espagnol, il peut voir catalan, voire basque, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que l'arabe, parce que c'est difficile, serait. On le met de côté et on peut parfaitement comprendre. Il paraît qu'il y avait, quand j'étais jeune, il y avait des japonologues qui disaient c'est mieux de ne pas connaître le japonais pour comprendre la société japonaise. Et donc, c'était partie de l'école dont se réclame mon ex-adversaire, aujourd'hui bien retraité. Mais, et de mon point de vue, effectivement, la connaissance de la langue arabe, autant qu'on le peut, moi je ne dis pas que je parle arabe parfaitement. J'ai commencé à apprendre l'arabe en 1974 à Sancier, là où Michel Houellebecq situerait Soumission justement. Et depuis, je continue à me débrouiller, à essayer. Grâce au téléphone, on peut même maintenant échanger des SMS en arabe avec tous ses copains et ses copines, ce qui est assez sympa. Mais vous savez, quand deux arabisants, deux qui ne se haïssent pas, ce qui est quasiment exceptionnel dans ce milieu, se parlent de l'autre pas trop d'heures, par exemple de Fabrice ici présent, de Pierre, je dirais, ils savent de l'arabe. Et je me dirais que lui aussi, donc bon, on n'en pense pas moins chacun, mais c'est le maximum qu'on puisse dire. Il y a quelque chose en même temps, le sentiment que c'est une langue qu'on n'apprendra jamais si on n'a pas souci avec le lait maternel, je sais, vous voyez. Mais parce que finalement, c'est un peu comme si on était avant l'édit de Villers-Cotterêts. C'est-à-dire que là, il y a le latin, un latin qui serait passé par l'Internet, la radio, la télé, etc. Et en même temps, la pluralité des langues qui en sont issues, qui sont rattachées, mais dans lesquelles l'intercommunication est de plus en plus difficile. Oui. Un Marocain parlant en dialecte ne peut pas être compris par un Irakien, aujourd'hui vice-versa. Ils ont plus ou moins appris la langue d'Al Jazeera, et jusqu'à une époque récente, la seule chose qui les intéressait, c'était les feuilletons égyptiens qu'ils comprenaient tous parce qu'ils se bidonnaient comme des malades. C'est pour ça que j'adore le dialecte égyptien. Mais oui, c'est effectivement, il y a un enjeu et la. Alors je peux critiquer Jean-Michel, tu me le permets. Il était d'accord avec nous, étions d'accord, on est d'accord sur tout simplement, ça n'a pas suivi, le prince est bon, mais les conseillers sont mauvais, non. On en avait parlé très tôt, quand j'avais pris tes fonctions, et qui est que l'enseignement d'arabe dans l'école publique en France se heurte à un carib et un silla. D'un côté, les imams salafs qui disent interdiction d'apprendre l'arabe dans l'école des koufars, des infidèles, car c'est la langue du Coran. Ça permettait aussi à la mosquée de se payer parce que c'était des cours qui étaient payants. Et de l'autre côté, dans la bonne société, je vais pas mettre mon fils dans un établissement où on enseigne l'arabe, c'est un établissement de Abounioul. Et donc du coup, si vous voulez, vous aviez d'un côté la machine qui refusait et l'autre qui refusait pour deux raisons opposées. Mais le résultat a été que l'enseignement d'arabe dans le secondaire, en Seine-Saint-Denis, le chinois est beaucoup plus enseigné que l'arabe, peut-être c'est l'avenir, je ne sais pas. Il y a une population plus importante en effet dans les établissements publics. Alors, je sais rien qu'on fait pour enseigner le chinois, bien sûr, mais ça pose un énorme problème, parce que ça veut dire aussi que nous n'avons pas accepté de reconnaître la part qu'il y a en nous de culture arabe. Je ne parle pas du Koubib, du Klebs, du Zéphir, du Nadir, etc. Mais
il y a sans doute un impensé complexe et paradoxalement, à l'époque coloniale, vous étiez arabisant, vous pouviez devenir gouverneur de Tafraout, ça il aurait fallu connaître un peu de berbère aussi, ou de je ne sais quoi, un village, une province, un département en Tunisie ou en Algérie, et après vous pouviez devenir préfet de la Meuse ou de Tarbes. Donc il y avait une carrière qui est associée à ça, il y avait une rétribution. Aujourd'hui vous êtes arabisant, vous êtes condamné à la misère en France, et à l'opprobre social aussi. Et ça c'est une véritable catastrophe. C'est notre faute, nous les universitaires qui n'ont pas su défendre. J'évoque c'est une désertoclamence, hein, toute la vie pour ça aussi, mais c'est aussi le fait de la pression du réseau des religieux rigoristes qui ne veulent surtout, qui considèrent que c'est sacré et c'est interdit. D'où l'idée, le fantasme du juif rebelle. 50 ans, que presse islamiste, etc., le juif rebelle. Donc, une famille tchèque antisémite. Donc, c'est mon cœur de se retourner dans sa tombe, d'accord. Mais parce que, au fond, celui qui arrive à prendre ça, nécessairement, il y a quelque chose qui est caché en lui. C'est un sémite. Il n'y a que les juifs qui sont devenus sionistes, qui apprennent l'arabe pour en l'utiliser contre les musulmans. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de considérer que la connaissance de l'arabe fait partie d'un cursus de connaissance. Je ne dis pas qu'aujourd'hui universel pour la société française. Ce n'est pas obligatoire, pas plus qu'obligatoire d'apprendre le latin, le grec, le chinois, etc. Mais c'est l'objet d'un interdit, d'un haram, si vous voulez, qui a des conséquences dramatiques. Et donc je suis d'accord avec vous, c'était le but de l'opération. Pierre avait une brève question, et puis après tout le monde a soif, je parle. Madame, parce que c'est pas juste parce qu'il faut respecter la parité, vous avez la parole. Nathalie Krikorian, Violon-Soie. Pour rebondir sur ce que vous nous avez indiqué quant au rôle essentiel de la laïcité dans une société apaisée qui permettrait d'aller vers les lumières et de vivre ensemble, on va dire ça comme ça. Je voulais vous poser la question sur une distinction qui me paraît essentielle dans ce sens, qui est en tout cas pour alimenter les débats et aller dans la bonne direction entre l'islam et l'islamisme. On a eu récemment, dans le cadre de la commission laïcité du laboratoire de la République, un échange assez passionné sur la question de la baya, et j'avais évoqué vraiment d'un point de vue tout à fait théorique, puisque c'est inenvisageable au plan pratique, du problème que posait la présence du voile, que moi j'appelle islamiste, parce que désormais on voit de plus en plus, j'étais récemment encore à Saint-Étienne, mais on voit de plus en plus dans l'espace public de notre République laïque, ou en tout cas de ce qu'il en reste, donc ces jeunes filles qui sont voilées d'une manière tout à fait particulière, puisqu'on ne perçoit plus que l'ovale du visage. Et pour moi, c'est vraiment le marqueur dans l'espace public et dans la société française de cette diffusion par une islamisation des esprits. C'est le terme que j'emploie, mais c'est ce que vous indiquez quand vous parlez d'islamisme d'atmosphère. Voilà, donc ma question c'est ça. Est-ce qu'on n'aurait pas un gros effort est-ce que ce serait pas rentable de vraiment, nous intellectuels, diffuser et aussi que ce soit repris dans les milieux musulmans et chez les intellectuels musulmans de cette distinction essentielle qui paraît essentielle entre islam et islamisme. Et c'est très difficile parce que un grand nombre de musulmans, appelez-les comme vous voulez, éclairés, laïcs, qui ne font pas en tout cas du politique la clé de leur identité religieuse ou de leur foi,
réfutent le terme islamisme et disent non, appelez-les intégristes, appelez-les fondamentalistes, mais à partir du moment où vous dites islamiste, ça veut dire que vous prenez les musulmans dans l'ensemble en otage. Le is, si vous voulez, comment dit-on, le suffixe qui est exagératif, comment on dit ça indique voilà, par une idéologie, voilà. en fait. Donc il y a un terme que j'ai oublié et que je n'ai peut-être jamais connu, et considéré comme pas signifiant, et c'est une manière d'incriminer l'ensemble des musulmans, etc., à partir de ça. Moi j'ai utilisé, comme je dis tout à l'heure en tentant de répondre à la question courageuse, voilà, je l'ai utilisé pour marquer la différence entre les musulmans en général et la prise en otage de ceux-ci par une idéologie. C'est ça le isme. Mais ça a du mal à passer, et c'est pour ça du reste que même un certain nombre de gens bien intentionnés en monde musulman sont très rétifs à l'usage d'un syntagme que j'ai contribué à créer, à diffuser, qui est islamo-gauchiste. Parce que si on dit islamo-gauchiste, dans l'islamo, il n'y a pas les islamistes, ça veut dire l'ensemble des musulmans. Alors, j'ai essayé maintenant de faire tourner un autre concept qui est le salafo-mélanchonisme. Et, à mon avis, ça n'a pas duré éternellement, parce que je ne lui souhaite pas de vivre comme le président Mao jusqu'à l'éternel pour l'éternité, mais je comprends bien en quoi il y a une réticence. En même temps, l'islamo-gauchisme est quelque chose qui est constitué, on peut tracer l'origine à Ali Shariati, traduisant Frantz Fanon en persan et traduisant oppresseur dans la catégorie coranique de Mustaqbirin, c'est-à-dire c'est le pharaon qui se prend pour Dieu, qui se prend pour plus grand qu'il n'est, notamment en arabe, et opprimé en Mustadafin, c'est-à-dire les petits, les affaiblis, littéralement, qui sont un peu les petits de l'évangile. Et une catégorie morale, comme l'autre, qui remplace les catégories sociales du marxisme. Et donc, le glissement sémantique change tout, puisque parmi les opprimés ou les mustadafines de Roménie, il y avait les richissimes marchands du bazar, qui voyaient dans l'expulsion du chat l'occasion de s'emparer de l'essentiel du gâteau, si vous voulez. Donc, on voit bien ce type de glissement, mais bon, peut-être que le terme, effectivement, produit plus d'effets pervers que d'effets induits aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, dites-moi oui quand même. Maintenant, vous allez entendre la question de Pierre Vermeulen, la contribution de Pierre Vermeulen. On va vous remercier. Oui, il faut entendre Pierre Vermeulen qui a quelque chose à dire. Sinon, il y a une discrimination anti-bordelais, et je ne suis pas sûr que la Cour de la République s'en sorte. Merci. Oui, moi j'ai eu un peu d'avance parce que j'ai lu le livre, je l'ai dévoré pour ainsi dire. Et j'ai trouvé non seulement passionnant, mais remarquablement écrit. Et donc c'est très agréable. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'effectivement il y a beaucoup de plaisir qui vous attend, sur l'arabe, je suis quand même, je pense que la langue arabe à l'école, c'est pas très grave d'y renoncer. J'ai l'impression que les étudiants, les jeunes générations que je fréquente à la Sorbonne, il y a quand même, à notre génération, c'était rarissime, voire inexistant, les gens qui parlaient l'arabe. Et aujourd'hui, les étudiants ont beaucoup de détermination à se déplacer, à aller vivre plusieurs années dans le monde arabe et l'apprennent. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau et assez net depuis une dizaine d'années. En revanche, on connaît aussi des arabisants qui s'enferment dans l'arabe n'est pas non plus le passeport, parce que tu as bien montré comment Jacques Berck, c'est dur ce que tu dis sur lui, mais je pense que c'est vrai, hein, ça a été quand même le professeur de Shariati, et Berck, ce syndrome de la tour d'ivoire et de l'orientalisme savant et coupé des réalités de ce bas monde, c'est aussi un autre problème. Il aimait bien le baasisme irakien. Ouais. À partir de ce bas monde, il appréciait. Il y avait un bas monde positif. Bon, mais ma question c'était, enfin ma remarque c'était que dans ce livre il y a un balayage sur la politique, il y a un balayage sur l'islam et le monde musulman, et puis il y a un balayage sur notre pauvre université.
Et c'est vrai que sur l'université, on n'en a pas trop parlé ce soir parce que c'était pas le sujet, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, et notamment cette incapacité, parce qu'au fond, ce que tu décris, c'est ton travail, les opportunités, les découvertes, le travail solitaire, l'écriture, c'est solitaire de toute manière. Et justement, tu dis à un moment une remarque très juste sur le fait que, sur la folie des projets de recherche, du financement hôtelier, notamment des projets de recherche européens ou nationaux, et cette passion de financer du multilatéralisme complexe, de mettre sur la table des millions d'euros, des centaines de milliers d'euros pour financer des recherches qui ne débouchent souvent sur rien. Et là, on a la preuve et le parcours, la trajectoire d'un chercheur têtu, obstiné, qui se confronte finalement à un monde qui... Ça ne parle pas aujourd'hui dans l'université, la recherche solitaire, le travail d'écriture. Et ça, c'est très bien expliqué. Et je me demandais quelles solutions, éventuellement, puisqu'on est dans une université de masse, on n'est plus au 19e siècle, donc on n'est plus non plus en 1930. C'est difficile aujourd'hui d'être un universitaire, mais comment essayer de permettre à la fois que des groupes travaillent, si ça les intéresse, mais qu'aussi il y ait une certaine... Parce que toi, tu as eu la chance de travailler sur le Moyen-Orient, il y a quand même beaucoup d'intérêt dans l'État profond pour cette région, et aussi beaucoup de sources de financement sur l'Afrique ou sur le Maghreb, sur lequel je ne travaille plus, mais plus particulièrement, mais aussi sur l'Afrique. C'est très difficile, les allers-retours, la découverte du terrain, il n'y a pas d'argent, ou alors on se heurte tout de suite non pas au mur des islamistes, mais au mur des services de renseignement, et la suspicion de toutes les polices de la terre. Voilà, alors, et l'universitaire, au milieu de tout ça, il fait quoi? Alors, je ne peux que te donner raison. Oui, moi j'ai toujours biaisé en fait, pour essayer de trouver quand même un peu de financement. Bon, on en trouve, mais en étant acharné, puis bon, tu as raison, c'est un sujet qui quand même suscite l'intérêt. Comme tous mes collègues, j'ai une existence prolétarisée, mais pour des spécialistes de l'Afrique ou de la paléontologie, etc., la vie est terrible parce qu'il n'y a pas de source de revenus annexe. Alors qu'un spécialiste du Moyen-Orient peut de temps en temps faire des topos dans les entreprises. Et, on peut quand même avec ça se racheter de temps en temps une paire de chaussures. Alors que c'est beaucoup plus complexe. Mais le financement européen est une catastrophe, et c'est lui qui finance toute la recherche aujourd'hui. Il y a très peu d'argent de l'État, contrairement... Quand j'ai commencé, on déposait un projet de recherche et on avait un financement plus ou moins gros. Ensuite, il a fallu faire des choses extrêmement complexes, systématiquement en anglais, et j'ai candidaté, comme on dit désormais, à l'Europe. On a eu de l'argent sur le golf. Il fallait utiliser des mots très précis, une rhétorique qui plaisait aux bureaucrates. Et alors il fallait surtout, j'ai fait un burn-out après l'un d'eux, parce qu'il fallait rendre compte centime par centime des chambres d'hôtel. Il fallait absolument qu'on ait 6 pays représentés, des collègues qui étaient tout à fait d'accord pour avoir, ils avaient en échange une part du gâteau, ils ne seraient pas dans là, mais il fallait montrer qu'on... C'était quelque chose de complètement ubuesque et aberrant. Alors c'était basé aussi sur le sentiment que seule la recherche collective vaut la peine d'exister. Bon, ça venait aussi, c'était une espèce de rémanence de l'époque où le Parti communiste dirigeait les universités, traduit au multi-culti bruxellois. Donc, effectivement, dans tout ça, ce qui intéressait les bureaucrates, c'était qu'il y ait un cultus fiscal à la fin. Oui, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je publie ce livre. Et je voudrais en faire un pavé dans la mare. Alors, bon, après, je vais être accusé de tout, je serai complètement égal, puisque, de toute façon, ma carrière est derrière moi. Je n'ai plus besoin d'être un universitaire. Je m'en fous complètement. Ce que je voudrais faire, c'est une sorte de changement de cours, de mutation, c'est-à-dire, bon, vous ne voulez plus que je sois universitaire, ou au KEFAP, je m'en fous.
Désormais, je suis un intellectuel et, comme disait Edward Shields, je tiens un discours, un propos, dans le cadre, bien sûr, d'un laboratoire de la République, d'un mot de la REP, sur les valeurs centrales de la société. Et c'est à partir de ce décentrement de l'université vers le statut, quel que soit son rêve, d'intellectuel, si tu veux, que j'espère pouvoir faire bouger des choses qui, de toute façon, ne me concernent plus vraiment, puisque je n'ai plus de charge de financement, quelque chose. Mais, si j'ose dire, c'est ma contribution